Et la guérison, on sait que c'est un état de retour complet à un bien-être physique, mental et social. C'est pas la dimension médicale technique qui va rendre la plénitude sociale et mentale de l'individu. Donc, bien sûr, chacun va avoir ses portes d'entrée. Il faut respecter ces cultures différentes. Et donc, dans les cultures du soin, charge à nous d'intégrer des thérapies non médicamenteuses, de remettre le patient au centre et d'amener ce qu'il y a de mieux dans la médecine dite conventionnelle. Et c'est la définition de la médecine intégrative, la santé intégrative. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, je suis avec Dr Alain Toledano, cancérologue, directement venu de Paris pour participer à ce magnifique congrès sur la santé intégrative. On peut dire, Alain, que tu es un acteur important en France. Hein? Ça fait plusieurs années que tu es engagé dans le développement de la santé intégrative. Qu'est-ce qui a été ta motivation après avoir terminé tes études de te diriger vers cette sphère de développement dans ta profession? Alors moi, mon métier, c'est la cancérologie et je l'exerce tous les jours. Et finalement, c'est pas une vocation initiatique. C'est venu plus tard. Quand on remarque qu'il y a un décalage entre les attentes des patients, qui sont immenses, qui sont légitimes d'ailleurs, et l'offre de santé qu'on peut avoir dans un système pourtant accessible et solidaire, mais qui s'occupe beaucoup plus de la maladie que des patients finalement. Et donc il y a un moment où il y a une forme de frustration quand on est soignant, de ne pas donner assez de temps, de ne pas avoir assez d'outils, de ne pas forcément considérer l'autre dans sa globalité. Donc comment on fait aujourd'hui pour continuer à exercer une médecine de qualité où on s'occupe de ces maladies qui minent la vie des gens, mais où on peut aussi les prendre en charge de façon globale. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, tu portes très bien tous les propos quand tu les exprimes au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire justement pour amenuiser cette souffrance et d'aller chercher des outils qui nous limitent des fois en tant que soignants. Et toi, tu es vraiment en avant de la scène parce qu'en cancer, on sait, hein, c'est le fléau de notre société. Oui, la maladie génère des déséquilibres de vie, les traitements aussi, les méfaits des traitements. Et donc, on se retrouve à avoir des patients qui ont énormément de symptômes. Alors, si le médecin en face, il se dit, mes symptômes, ça sert à faire des diagnostics parce qu'on a des syndromes, mais qui ne s'occupe pas forcément de ces symptômes qui minent la vie des gens, il y a finalement des équilibres de vie qui sont rompus, on a un décalage entre les attentes des patients et l'offre de notre système de santé. Donc moi, assez rapidement, avec mes collègues, on s'est dit il faut qu'on travaille sur une offre de soins beaucoup plus large, de prendre soin, et finalement qu'on puisse, en plus de considérer mieux nos patients, de leur donner du temps. En fait, tu étais à l'écoute des doléances des patients et également, tu pouvais observer qu'il y avait des possibilités d'aller chercher dans l'interdisciplinarité des protocoles de soins qui seraient plus globaux et dans une dimension holiste de l'individu. Ce qui est quand même remarquable, c'est on échangeait avant de débuter l'entrevue, tu es un peu un philosophe de par ta nature et tu as ce penchant humaniste. Donc, tu as cette sensibilité, cette réceptivité qui t'a permis de te propulser dans cette grande aventure. Oui, alors après, il y a aussi le constat de fait, même en cancérologie, la transdisciplinarité, parce qu'il y a une synergie. 1 + 1 n'est pas égal à 2, c'est égal à 3. Donc quand on travaille avec les autres, on est meilleur. Et donc la cancérologie nous a apporté cette vérification. Quand les biologistes, les imageurs et les cliniciens se mettent ensemble, les prises en charge sont de grande qualité. Pour le patient, c'est pareil. Si on a un temps dédié à lui allouer qui est faible, et s'il a d'immenses besoins en santé, parce que la santé n'est pas que l'absence de maladie, et la santé n'est pas le silence des organes, mais si on arrive à considérer la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé sexuelle, la santé sociale, alors on va avoir une action d'amélioration de la santé qui est beaucoup plus importante, qui va au-delà de notre capacité à traiter sa maladie. Oui, puis ça permet en même temps d'avoir des aspects qui sont abordés avec les individus qui vont peut-être amener une découverte chez l'individu, avoir une connexion, par exemple, si on observe sa sexualité, qui va lui permettre d'émerger dans une démarche de guérison. Peut-être quelque chose qu'il n'avait jamais perçu de lui-même. Souvent, les gens, quand ils sont malades, ils lèguent leur corps à la médecine, puis ils gardent leur esprit, et puis ils éprouvent une forme de dissociation
ils sont écartelés. Puis à un moment, ils en ont ras-le-bol. Et l'idée, c'est que chacun soit lui-même déjà. Donc, il faut restaurer la pleine vitalité de chacun. Et donc, il faut écouter l'âme et le corps. Et donc, aujourd'hui, on se doit d'avoir des temps dédiés pour accompagner chacun dans sa logique personnelle d'épanouissement et dans sa guérison. Et la guérison, on sait que c'est un état de retour complet à un bien-être physique, mental et social. Ce n'est pas la dimension médicale technique qui va rendre la plénitude sociale et mentale de l'individu. Donc, bien sûr, chacun va avoir ses portes d'entrée. Il faut respecter ces cultures différentes. Et donc, dans les cultures du soin, charge à nous d'intégrer des thérapies non médicamenteuses, de remettre le patient au centre et d'amener ce qu'il y a de mieux dans la médecine dite conventionnelle. Et c'est la définition de la médecine intégrative, de la santé intégrative. Est-ce qu'alors, Alain, tu observes à travers ces démarches maintenant qui sont bien concrètes parce que tu as fondé l'Institut Raphaël en 2018, qui est quand même très colossal dans toute cette implémentation. Est-ce que tu observes que les patients vont guérir plus rapidement? Déjà, pour qu'un patient guérisse, il faut que cette dimension sociale et mentale soit prise en compte. Donc aujourd'hui, on voit des patients guérir, alors qu'hier, on voyait des patients en rémission. Parce qu'aujourd'hui, on a cette prise en charge multidimensionnelle. Et donc, effectivement, l'Institut Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Oui. Donc, on va cohabiter des acteurs médicaux et paramédicaux, des sophrologues, des psychologues, des sexologues, des art-thérapeutes, des nutritionnistes, des acupuncteurs. Et donc, on va avoir 115 soignants de 40 disciplines qui travaillent main dans la main. Et donc, on va co-construire avec tous nos patients des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés et qui vont être orientés vers la nutrition, la gestion des émotions, l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. On offre gratuitement tous les soins, on les évalue pour montrer que quand on s'occupe globalement de quelqu'un, c'est mieux que si on ne s'occupait que de la maladie. Et donc, on a offert en 7 ans 140 000 soins à 6 000 nouveaux patients en montrant qu'on diminuait de 60% le taux de dépression sans médicaments en s'occupant des gens. Le sentiment d'isolement chez des gens pourtant bien entourés, les troubles du transit, les troubles du sommeil, à peu près tous les symptômes qu'on rencontre. Donc, l'impact est très réel. Vous l'observez Oui. et en ayant la possibilité de faire des suivis très précis, en travaillant dans cette alliance thérapeutique. Et c'est un modèle qu'on pourrait répéter ailleurs parce qu'on voit que ça porte fruit, c'est absolument extraordinaire. Il y a un bénéfice et pour les patients et pour les soignants qui travaillent mieux et médico-économique pour la société. Alors, on parle en cancérologie. On peut parler de toutes les maladies chroniques, c'est plus d'un tiers des populations occidentales. C'est un fardeau économique, mais c'est un fardeau humain. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur les parcours d'accompagnement. Mais il faut les sécuriser, ces parcours d'accompagnement, Oui. transformer nos systèmes, et il faut les évaluer. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut parler de nouveaux protocoles de soins, Alain? Oui, alors on parle de soins, mais on parle de prendre soin aussi. Il faut arriver à travailler avec des médecines complémentaires, qui ne sont ni parallèles ni alternatives. Mais pour cela, il y a une démarche d'intégration, travailler en équipe, à travailler ensemble, une définition commune des objectifs, cohérence dans le discours. Et il faut une approche globale. C'est ce que je dis tout le temps. C'est du moment qu'on peut mettre sur pied justement la multidisciplinarité, c'est plus cohérent pour les soignants, pour les soignés, parce qu'on a un discours qui est partagé et ça permet justement des échanges beaucoup plus clairs et beaucoup moins parfois cachés. Parce que si il n'y a pas la confiance, le lien de confiance, le patient peut aussi occulter certaines informations qui peuvent être cruciales pour le soignant, pour cette possibilité de rentrer dans un parcours de soins. Oui. On a montré aujourd'hui, par exemple, que la méditation diminuait le 30% le taux d'anxiété, le 25% la dépression à 2 mois, que l'acupuncture, même si on ne va pas guérir le cancer avec, peut être efficace sur les neuropathies induites par la chimiothérapie, sur les bouffées de chaleur. On a aussi montré que la détresse émotionnelle, l'anxiété, la dépression, diminuait le bénéfice de certains traitements comme l'immunothérapie ou que l'isolement social aggravait le pronostic des cancers. On a de plus en plus d'études sur le fait que l'activité physique adaptée, lorsqu'elle n'est pas réalisée, aggrave le pronostic des patients. Voilà, ou que le bénéfice de la nutrition dans la réponse à la chimiothérapie chez des patients atteints de cancer du sein, par exemple. Donc à partir du moment où on a toutes ces données, pourquoi se mettre des œillères et n'exercer que techniquement? Donc on doit aujourd'hui, nous, intégrer la démarche scientifique pour appréhender de façon globale les patients et leur offrir les meilleurs parcours. Et l'idée, c'est qu'on ne peut pas avoir toutes les expertises et le temps à dédier. Et donc, c'est de constituer des équipes autour de nous, cohérentes, pour accompagner nos patients.
on parle à ce moment-là des piliers de la santé, qui sont aussi importants à pouvoir exprimer, hein, la nutrition, l'exercice physique. Puis c'est exactement un propos que j'ai lu récemment que pour certains patients, quand ils sont dans un parcours de soins en oncologie, le fait d'essayer de tous les jours d'avoir une certaine activité physique, aussi mince soit-elle, va favoriser justement, c'est aussi toute la joie qu'on incarne dans notre corps, mais aussi de faire mouvoir les systèmes biophysiologiques, puis ça apporte une fierté, une valorisation. Et fabriquer du muscle. Hein. On sait Oui. que quand il y a une fonte musculaire, les traitements sont plus toxiques et moins efficaces. À l'inverse, quand on fabrique du muscle, on a des systèmes anti-inflammatoires qui sont en mouvement, avec une action anti-cancéreuse également. Donc aujourd'hui, on est en train de se poser la question comment intégrer les connaissances dans le microbiome flore intestinal, comment adapter les protocoles d'activité physique, comment améliorer la nutrition, la prise en charge psycho-émotionnelle, la prise en charge sociale, intégrer la dimension culturelle. Et donc le travail sur le parcours du patient est fondamental. Et il faudrait qu'on puisse créer cette valeur clinique, la valeur médico-économique, pour qu'on puisse prendre en charge pour tous les patients ces accompagnements. Idéalement. En fait, c'est un objectif. Oui. Et sûrement que tu vas le réaliser, Alain. On espère. Est-ce que tu pourrais maintenant peut-être plus aller vers la prévention? Je sais que c'est quelque chose pour toi qui est important parce que tu mentionnes souvent qu'on peut prévenir, on peut faire du dépistage beaucoup plus rapidement et ainsi diminuer le fardeau pour la communauté, l'individu et la communauté. Donc on sait que 40% des cancers sont évitables et que 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables. Là, on parle des habitudes de vie. Alors on va parler de l'alcool, du tabac, de la sédentarité, du surpoids. On sait qu'on a moins de 3% de nos budgets alloués à la prévention. Donc c'est un appel pour qu'on fasse plus de prévention. C'est bénéfique pour la vie de nos patients, mais également pour la vie de nos systèmes. Parce qu'on ne peut pas continuer à dépenser pour essayer d'être curatif et augmenter la charge finalement du handicap et du fardeau pour la société, alors qu'en fait l'investissement et le gain se ferait mieux en prévention. Et on a aujourd'hui énormément de rapports qui nous disent le bénéfice économique pour les pays à s'engager sur des stratégies de prévention. Mais on sait que le fardeau économique, c'est quelque chose que toi et moi, on est sensibilisés et c'est censé, hein, c'est mathématique. Mais en réorientant justement vers ce type de parcours de soins et on pourrait dire, des choix de société qui vont orienter vers la prévention et d'éduquer. Hein? On parle d'éducation à ce moment-là. Le fardeau économique va diminuer. Ça, c'est parce que les coûts en soins de santé, c'est astronomique. Oui. Ben, il faut accepter aujourd'hui de passer d'une médecine centrée sur la maladie, ce qui est le cas actuellement, à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie, ce qui doit être l'objectif de la transformation de notre système. Choisir la santé. La santé n'est pas que l'absence de maladie. Et l'élévation de la conscience, pourquoi pas? Oui, bien sûr, parce que c'est Georges Canguilhem qui disait « Rien n'est apparu dans la science qui n'est d'abord apparu dans la conscience ». Donc souvent, le bon sens dans la dynamique relationnelle va nous orienter sur les bonnes pratiques. Après, la rigueur scientifique, les mots pour le dire, le travailler ensemble, les justes évaluations, les bons dosages, les économies à investir pour que les parcours soient clairs. Éviter aussi la dérive sectaire, qui correspond à 5% des pratiques. Mais pour protéger nos patients, il faut qu'on ait une action complète où on va former à grande échelle et sécuriser leur parcours. Exact, parce qu'il faut éviter les dérives. Hein? Il faut plutôt être dans la conjugaison. Puis justement, quand on est ouvert à accepter d'avoir d'autres types d'approches qui sont parfois perçues peut-être un peu holistiques, on va dire, mais ça permet d'aller chercher justement la semence dans ces approches qui peuvent amener une conjugaison dans le parcours de soins, comme par exemple, je pense à la sophrologie, mais en Europe, ça fait longtemps que la sophrologie existe et pour certaines personnes, c'est miraculeux. Oui, bien sûr. Alors, il y a des sensibilités individuelles à telle ou telle technique, et puis en fonction des praticiens, les outils ne sont pas utilisés de la même manière. Donc, il y a une forme de complexité à prendre en compte, mais chacun va avoir sa sensibilité. En tout cas, chacun a ses émotions et cette prise en charge est fondamentale. Mais il faut aussi, chacun se nourrit, il faut travailler sur les équilibres nutritionnels. Alors, il n'y a pas un seul régime valide, mais on doit travailler avec chacun pour optimiser et être le meilleur de soi-même.
On a échangé hier sur l'affect. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Hein? On pourrait faire le parallèle avec la gratitude. Comment tu perçois justement la relation soigné-soignant quand tu es ancré dans l'intuition clinique ou de générer justement ces émotions d'affect? Bah, en fait, déjà, pour qu'une relation se passe bien, la relation est asymétrique entre un soignant et un soigné. Et le soigné dépose beaucoup plus de choses. Et donc, il faut qu'il y ait de la confiance. Et la confiance, c'est un état psychologique qui est basé sur l'intention d'accepter sa vulnérabilité. Et on va accepter sa vulnérabilité en fonction de la manière dont on perçoit l'autre, son comportement ou son intention. Donc, pour susciter la confiance de nos patients, pour inspirer confiance, et en être digne d'ailleurs, ben, il faut qu'on travaille aussi sur cette dimension affective, sur une dimension empathique. Et donc, le cadre relationnel de la consultation doit nous aider à construire, mais pas que, le type de parcours qu'on va proposer, la justesse du discours. Parce que si on parle effectivement de molécules et de techniques, en oubliant qu'il y a un temps pour accepter cela, il y a des peurs, qu'il faut une certaine pédagogie pour arriver à ce que le patient il entre finalement dans une logique qui n'est pas forcément la sienne. Donc voilà, c'est la prise en charge affective du patient, elle va être déterminante dans le socle de confiance qui est nécessaire pour une relation épanouie. C'est une forme de défi, hein, parce que la médecine a un peu bifurqué de toute cette sensibilité et on essaie de ramener justement dans le principe de base. On parlait de la globalité de l'individu, mais aussi dans la relation ancrée dans la présence. Et sûrement que tu as lu ces études scientifiques qui disent que implicitement, le patient, le soigné, quand le soignant est en cohérence dans la présence, c'est perçu dans l'échange vibratoire et que automatiquement on peut positionner justement un état de confiance, la relation de confiance et d'ouverture vers un dialogue plus ouvert. Bien sûr, l'acceptation du traitement, d'effets secondaires, c'est basé aussi sur l'espoir. C'est la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est un symptôme. Ça se traite avec des médicaments. Mais la souffrance, c'est quand il n'y a plus d'espoir. Donc, il y a des gens qui sont douloureux, mais qui ont l'espoir. Et donc, ils souffrent moins. Et à l'inverse, il y a des gens qui n'ont plus de douleur, mais ils n'ont plus d'espoir. Parce qu'avec des mots ou des postures, on leur a enlevé. Et donc, notre métier, c'est de gérer l'incertitude en donnant de l'espoir. Comment vous voulez donner de l'espoir si on ne s'est pas accordé dans nos fréquences avec notre interlocuteur pour créer cette dynamique de confiance? C'est extraordinaire comment tu mets les mots ensemble pour exprimer toute cette richesse dans la relation. Il y a beaucoup de finesse également. Je te remercie beaucoup, Alain. Merci beaucoup. C'est vraiment un échange sublime. Merci de l'invitation. Merci. Salut.